Un gouvernement en exil n'en est pas un. On gouverne un peuple libre sur un territoire autonome. Qu'est-ce qu'un gouvernement? Évitons des politiques d'autodestruction. Pour dissiper la confusion que certaines personnes ont semée dans les réfugiés Hutus et Tutsis qui vivaient au Rwanda avant 1994. Nous jugeons utile de présenter ce bref texte à propos du concept gouvernement. Il s'agit en fait d'une présentation de l'article de Michel Sénélard. En effet, selon Michel Sénélard, le concept de gouvernement, de nos jours, s'entend dans un triple sens. En premier lieu, il désigne la forme d'organisation d'un État, son régime constitutionnel. C'est en ce sens, issu de la notion grecque de politeia, que Montesquieu distinguait trois espèces de gouvernement, républicain, monarchique, despotique, ou que l'on parle aujourd'hui de gouvernement démocratique. En deuxième lieu, le gouvernement désigne l'organe du pouvoir politique au sein de l'État. Dans l'acception la plus large, le gouvernement synonyme d'autorité publique, ou la plus étroite, le gouvernement comme fonction spéciale de l'exécutif. En troisième lieu, le concept gouvernement désigne la conduite même des affaires publiques. En résumé, d'après Michel Sénélard, le gouvernement est la forme d'organisation d'un État ou l'organe du pouvoir politique au sein d'un État ou la conduite des affaires publiques. En outre, dans son article, Michel Sénélard expose l'histoire du mot gouvernement, en affirmant par exemple que c'est avec Rousseau que le gouvernement cesse d'être considéré comme la manière dont s'exerce le pouvoir souverain pour se trouver réduit au rôle de simple instrument de ce même pouvoir. En plus, Michel Sénélard présente l'analyse de Guizot à propos de l'évolution du rapport entre souveraineté et gouvernement qui montre qu'au XVIIIe siècle, les peuples ont distingué avec grande raison le souverain du pouvoir et ont décidé que dorénavant le gouvernement ne devait point être souverain. La souveraineté a donc été retirée au gouvernement et on l'a placée dans les mains du peuple. Le gouvernement est-il problématique? Michel Sénélard nous présente 4 réponses de 4 tendances philosophiques. 1. Le marxisme considère le gouvernement comme un problème puisqu'il s'agit d'une superstructure servant à renforcer la domination d'une classe sur une autre au moyen des intérêts économiques. 2. Pour Hannah Arendt, le gouvernement est un problème puisqu'il constitue une forme violente de domination et de refus de la politique. Contre le gouvernement, Hannah Arendt veut restaurer le politique comme espace d'action ouvert à la pluralité des hommes, un espace public. À ce propos, Hannah Arendt affirme ce qui suit. L'idée de gouvernement, en effet, loin d'être inhérente aux politiques, lui apparaît comme la négation de celui-ci. Elle résulte du refus de la police et de la liberté d'agir qui lui étaient liés. Avec ses effets imprévisibles et irréversibles, par la philosophie, attachée à l'établissement d'un ordre stable et rationnel. 3. Le libéralisme quant à lui s'oppose à l'état de police et met en question la nécessité de gouverner. Le libéraliste Thomas Paine pose cette question en 1792. Est-il vraiment nécessaire de gouverner? Sa réponse est claire. La société n'a pas besoin du gouvernement pour se développer. 4. Michel Foucault en 1978 à 1979 fait apparaître une notion nouvelle du gouvernement qui désigne la forme générale que prennent les relations de pouvoir au sein du dispositif normalisateur des sociétés modernes. Ici, le gouvernement ne se réduit ni à un organe exécutif, ni à une instance de domination, ni à un simple mécanisme de sécurité. Brève historique de la genèse du mot gouvernement. Michel Sénélard évoque l'origine chrétienne du mot gouvernement en présentant à ce propos les idées de Grégoire le Grand, né vers 540 à Rome et mort dans la même ville le 12 mars 604. De fait, Grégoire parle des conditions éthiques du bon gouvernement en appelant le regimen animarum, l'art des arts, la science des sciences et la médecine des âmes. Puisqu'il s'agit de conduire l'être humain qui est le plus divers et le plus complexe des êtres. Pour Isidore de Séville, né entre 560 et 570 à Carthagène et mort le 4 avril 636.
Le gouvernement temporel s'inscrit dans la continuité du régimen pastoral et lui emprunte certains de ses traits tout en lui demeurant subordonné. Dans ce sens, voici comment l'explique Sénélar. Le prince, certes, n'est plus le simple défenseur de l'Église. Il est désormais la tête d'un corps politique dont il doit assurer la conservation. Dispensator salutis, administrateur d'un salut qui ne consiste pas dans la rédemption des âmes, salus animorum, mais dans le bien public, salus publica, salus rei publicae. C'est dans ce sens qu'il est désigné comme le ministre de l'intérêt public, minister publicae utilitatis. Loin que ce rôle, cependant, lui confère un pouvoir absolu. Comme le revendiquent les théoriciens étatistes du XVIIe siècle, il l'assujettit strictement au respect de la loi divine. Ministre de l'intérêt public, le prince, en effet, est également esclave de l'équité. La loi, selon lui, n'est que l'interprète de l'équité, ce rapport d'harmonie inscrit par Dieu dans l'ordre même des choses. Le prince ne peut donc se soustraire à la loi, puisque les liens de cette dernière, legis nexus, sont ceux de la nécessité, necessitatis nexus, qui régit le monde. S'il élève le prince à la dignité d'une personne publique, on reste loin, chez Jean de Salisbury, du concept moderne de l'État qui suppose la suprématie d'une puissance législative sur un territoire. Dieu reste ici le vrai législateur. Selon Michel Sénélar, c'est avec Thomas d'Aquin, 1125 à 1274, dans le sillage de la découverte de la politique d'Aristote, que le régimen va acquérir son sens pleinement politique. Partant, comme ses prédécesseurs de la définition du nom de roi, Thomas écrit « est appelé roi, rex, celui qui gouverne, régit, une communauté parfaite, c'est-à-dire une cité ou une province. » Thomas d'Aquin lit ce verbe à son complément objectif, gouverner une cité ou une province. Regère ne signifie donc plus d'abord bien se conduire, même si cette condition reste nécessaire. Mais conduire quelque chose, d'après Michel Sénélar, pour la première fois depuis le début de l'ère chrétienne, le gouvernement est conçu comme une force positive, immanente à la communauté humaine et œuvrant à l'accomplissement de sa fin terrestre, alors que le régimen, jusqu'alors précédait le regnum, le pouvoir royal, ils ne font désormais plus qu'un, préparant ainsi l'avènement de l'idée moderne de souveraineté. Selon Michel Sénélar, c'est à cette conception nouvelle que Gilles de Rome, quelques années plus tard, donne le nom de régimen naturale, gouvernement naturel. Pour lui, il faut tirer du gouvernement, régimen, que l'on voit dans les choses naturelles le modèle de celui dont on traite dans l'art du gouvernement royal. La naissance d'un art proprement politique de gouvernement, guidé par la prudence humaine, est donc contemporaine de ce tournant naturaliste. Les conclusions pratiques tirées de l'article de Michel Sénélar. 1. Sans territoire, on ne peut pas parler de gouvernement. On parle, en effet, de gouverner une province, un pays. C'est pourquoi les guerres civiles opposent l'armée gouvernementale et l'armée rebelle. Quand le territoire tombe dans les mains des rebelles, le gouvernement cesse d'être appelé gouvernement et les rebelles cessent d'être rebelles pour être appelés gouvernement puisqu'il leur incombe de gouverner ce territoire. Nous avons assisté à cela. Tout au long de l'histoire, l'événement le plus récent s'est déroulé en Syrie, la chute du régime Assad. Le 8 décembre 2024 après plusieurs jours de repli des forces loyalistes face aux offensives majeures de l'opposition syrienne. C'est donc une aberration parler du gouvernement en exil, puisque dans cet exil il y a un gouvernement propre. Aujourd'hui la Syrie n'a pas de gouvernement en exil. Elle a un gouvernement à Damas. Les ministres d'Assad réfugiés à l'étranger ne peuvent pas prétendre être un gouvernement, car ils n'ont pas de territoire. Sans territoire, pas de gouvernement. Effectivement, quand on franchit la frontière comme membre du gouvernement en fuyant son territoire, on perd automatiquement l'honneur de gouvernement. Puisque gouverner est une activité qui se déroule sur un territoire donné. Par conséquent,
Il s'agit d'un abus grave quand un groupe de personnes s'arroge le droit de porter le nom de président, de ministre d'un gouvernement sans territoire. Il s'agit dans ce cas d'une manipulation des masses et d'une auto-illusion, voire d'une maladie mentale similaire à la mégalomanie ou syndrome d'hubris. Ces pseudo-politiciens prétendent détenir un pouvoir qu'ils n'ont pas réellement. Les sensations qu'ils expriment ou qu'ils sentent par rapport au pouvoir peuvent être comparées aux sentiments d'un érotomane quand il parle de sa petite amie présumée en projetant sur elle ses propres sentiments. Un gouvernement sans territoire joue le jeu des escrocs et des imposteurs. En Italie, on parlerait de mafia. 2. Saine communauté, on ne peut pas non plus parler de gouvernement. Dans la démocratie, c'est le peuple qui exerce son pouvoir au moyen de ses élus ou représentants, puisque le pouvoir lui appartient. Il ne suffit donc pas d'avoir un territoire pour être appelé gouvernement. Il faut avoir une communauté humaine qui te reconnaît comme président ou comme ministre. Tous ceux qui s'autoproclament président ou ministre sans appui du peuple sont des voleurs. Ils violent la souveraineté du peuple. Ils volent son pouvoir. Si le peuple le peut, il se lève contre ses envahisseurs et ses bandits pour les chasser. Mais quand le peuple n'en peut rien, il supporte malgré lui dans l'attente d'un messie ou d'un libérateur. C'est ce qui se passe actuellement dans le pays de mille collines. Le FPR Inkotani est au pouvoir contre la volonté du peuple. Quand il organise des élections, il ne le fait pas dans le respect des principes de liberté ni de démocratie. Le peuple est contraint sans le vouloir à voter pour le candidat du FPR Inkotani qui depuis plus de 20 ans reste le même. Ce qui prouve que même au sein de ce front sanguinaire, il n'y a pas de liberté. Les élections qui se font au Rwanda depuis 2003 sont une parodie d'élections. Le gouvernement du Rwanda est donc un gouvernement sans légitimité populaire. C'est un pouvoir qui a remplacé voire massacré la souveraineté du peuple. Le peuple n'est rien, c'est le FPR Inkotani qui est politiquement le peuple et le gouvernement. Il s'agit d'un gouvernement totalitaire si gouvernement il y en a. 3. Chers compatriotes qui vivaient dans notre pays avant 1994. Il est temps de renvoyer dos à dos tous ces pseudo-gouvernements qui prétendent nous représenter sans notre consentement. Chers jeunes qui n'ont pas connu la guerre de 1990 à 1994. Ne vous laissez pas tromper. Il n'y a pas de gouvernement sans territoire pour gouverner. En exil, il y a des réfugiés. Il n'y a ni président ni ministre. Par ailleurs, le gouvernement qui massacre sa population perd ipso facto sa légitimité. Ouvrez les yeux et voyez les loups assoiffés de sang qui entourent le troupeau. Unissons-nous pour changer la situation politique de notre pays. Nous voulons un gouvernement républicain élu démocratiquement pour gouverner dans le respect de la liberté et de la justice. Nous refusons catégoriquement le gouvernement sanguinaire du FPR Inkotani. Nous refusons le GREX, fondé sur des méthodes frauduleuses. Nous voulons un gouvernement transparent et efficace qui nous gouverne démocratiquement sur le territoire de mille collines.